Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Voilà, aujourd'hui c'est un moment historique, en tout cas sur l'année 2024, puisque toute l'équipe est à nouveau réunie. Donc, salut Alex, Salut. salut Sam, Salut. salut Mathéo, Salut. et surtout, roulement de tambour, salut Michael, De retour après un petit moment, hein, salut. avec un très long moment hein, quand même. Comment s'est passée la défense du pays? Alors pour nous, pas trop mal, puisque la Suisse va toujours bien, donc... Mais pour toi, comment ça s'est passé? Non, bon, c'est allé, j'en retiens quand même surtout des rencontres sympas et puis voilà, moins de matchs, mais parce que je suis quand même, ça faisait depuis la victoire contre Chafouz hein, que j'étais pas allé au stade Donc, pour la voir deuxième victoire Xamax. contre Chafouz. Hein. Ouais, oui, mais c'était donc c'était quoi? C'était en mars, donc voilà, ça m'a éloigné un petit peu du stade, mais voilà, je suis revenu avec un 4-0, tout va bien. Tout va bien. Et puis, comme annoncé à la fin de l'épisode précédent, ce soir, nous revenons un petit peu aux bases de notre podcast, à savoir fait par des fans pour les fans, en recevant justement un supporter assidu du club comme nous le sommes tous. Lucas, salut Lucas. Salut. Bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, ça s'est plutôt fait dans l'inverse. Hein. C'est nous qui avons accepté ton invitation sur Xamcast. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Et puis voilà, on se réjouit d'entendre un petit peu plus sur toi et puis sur ta passion de Xamax dans la rubrique qui te sera consacrée. Voilà, alors justement, au sommaire de cet épisode estampillé 33, on va débriefer le match du 17 mai contre le Stade Lyonnais-La Maladière, et puis on va ensuite papoter pendant un moment avec notre invité du jour, Lucas. Voilà, sans transition, on passe directement à la rubrique suivante. Voilà, ce vendredi 17 mai, 35e journée de Dietchi Challenge League, dernier match au stade de la Maladière et dernier derby roman aussi à la Maladière cette année avec la réception du stade lyonnais. Alors la semaine dernière avec Mathéo, on souhaitait avoir un match un petit peu plus animé que ça ne l'a été contre Vaduz avec des équipes qui prenaient un petit peu plus de risques. Et puis on va dire que nos souhaits ont été exaucés. C'était un match spectaculaire, on va dire, mais enfin spectaculaire, où il s'est passé pas mal de choses. Et puis fort heureusement pour nous, il s'est terminé en beauté avec, comme tu l'as dit, Michael, tout à l'heure, une belle victoire 4-0 contre le Stade Lyonnais. Alors aujourd'hui, il faisait beau et puis on voit que nos invités, ils étaient pas, enfin nos auditeurs étaient pas forcément sur leur téléphone. J'ai reçu assez peu de réactions sur les réseaux. Donc on a Max qui nous disait voilà, belle performance de nos rouges et noirs contre un Nyon, on va pas se mentir, très mauvais ce soir. De Gaulle de Schwitzer qui confirme juste que c'est tellement dommage qu'on n'arrive pas à garder ce joueur. Et puis, on a Samuel qui nous a dit super dernier match à la Maladière, on espère la même à Baden. Et puis Julien qui nous dit on road for the third place, donc voilà, avec un bras qui montre les biceps. Voilà, on n'a pas reçu d'autres réactions. Donc, alors, ce match, il était un petit peu particulier pour deux de nos animateurs. Je voulais aussi les entendre parler à ce niveau-là. Il était particulier pour Sam, pour une raison un peu justement spéciale. Sam, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce match était spécial pour toi? Ah bah premièrement c'était le premier match de mon fils qui a 2 ans. Il a assisté à son premier match. D'ailleurs, à un certain moment quand il y avait les chants de supporters, il était debout puis il tapait des mains. C'était magnifique à voir. Ouais, j'imagine que pour toi, c'était un moment d'émotion un peu particulier quand même. Il y aura plus jamais de premier match au stade pour ton fils. Donc, au-delà du contexte Non. du match, c'était un chouette moment. Et en plus l'équipe elle a gagné, donc je suis obligé de le prendre à chaque match pour que l'équipe gagne. C'est ça. On verra Donc si voilà, c'est le début d'une série ou pas. c'est ça. Et puis, ce match, il était aussi particulier pour toi, Mathéo. Est-ce que tu veux dire à nos auditeurs pourquoi il était particulier?
Bah parce que c'était ma première en tribune de presse pour Xamcast, et c'est vrai que même si voilà il y avait peut-être un casting de médias un peu moins riche que d'habitude, mais j'ai passé un très bon moment, et puis ça m'a permis aussi d'avoir une idée un peu plus claire sur le match et sur le débrief. Mhm. Tout à fait. Donc, du coup, Mathéo, bah, je vais te laisser un petit peu les clés de la maison par rapport à ce débriefing. J'interviendrai à un moment ou l'autre pour parler et donner mon avis. Mais c'est vrai que on n'en avait pas forcément parlé les deux, mais tu t'es donné un petit peu cette mission de prendre des notes et puis d'assurer toi un peu ce débrief. Donc, on t'écoute de nous parler de Sexamax Stade Lyonnais. Oui, alors justement, un début de match où dans les 10 premières minutes, il se passe pas grand-chose. Et puis, bon, on en viendrait presque à oublier que la première occasion, la première possibilité, elle est pour les Lyonnais avec à la 12e minute, ce corner qui vient de la droite et cette reprise de Des Pierrot avec un bon arrêt de Roth, à bout portant sur sa ligne. Et c'est la première preuve, finalement, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu ce match, mais que Roth était bien à son affaire ce soir. Enfin, ce vendredi soir. Ouais. Moi, je Ouais, m'en suis pas forcément rendu compte dans le direct, mais après, en revoyant les images, il fait un sacré arrêt. Il fallait la chercher, hein, cette frappe, hein, ou cette tête, je sais plus, mais il fallait la chercher, honnêtement. Il est très ouais, net au sol, il a le bras ferme, super barre, il n'y a rien à dire. il hésite peut-être un petit peu à sortir, parce que c'est vrai que c'est un coup franc rentrant, un corner rentrant dans les 5 mètres, mais derrière, il n'est pas aidé par sa défense avec deux Nyonnais libres au deuxième poteau. Euh, donc là, le joueur, il a plus qu'à la pousser de la tête et il fait un beau réflexe quand même. Donc ça, c'est un bel arrêt de route qu'on a fait quelques-uns, même d'autres belles sorties, et qui a globalement signé un très très beau match. Ouais. On est donc 2 minutes plus tard, 14e minute, et réaction du tac au tac de Xamax avec cette fois-ci un corner de Seitz depuis la droite et une reprise plat du pied droit d'Atekame, mais très bon arrêt de Meragic également. Ouais, là, c'est le gardien lyonnais qui fait un très bel arrêt. On va pas dire un miracle, mais en tout cas un très bel arrêt. Elle prenait la direction de la lucarne, hein, cette frappe, et il a le bras ferme pour la dévier en corner. Ouais, les deux gardiens très à leur affaire en l'écart de 2 minutes. Alors on verra qu'il y en aura un qui sera un peu plus à son affaire tout le match que l'autre, mais voilà, là jusque-là il fait un bon match aussi, Omeragic. Enfin, un très bel Ouais, arrêt. et aussi un gardien qui sera un peu plus abandonné par sa défense que Et l'autre, parce surtout, que ouais. on discutera de ce premier but lorsqu'il viendra, mais il y a des choses à redire. Ouais, justement, c'est la prochaine action donc qu'on a notée, c'est-à-dire que 26e minute, débordement de Ben Seguir sur la gauche, une petite passe pour Dominique Schwitzer qui sur un contrôle se lève un petit peu le ballon et puis nous offre une mine sous la latte de demi-volée à l'entrée des 16 mètres qui ne fait que passer, enfin Omer Agic ne la sent que passer au-dessus de son crâne, il n'a pas le temps de mettre les mains. Ouais, et là-dessus, Switzer fait un super travail parce que elle est pas non plus. Enfin, il fait un très bon contrôle sur un ballon qui était pas mal passé, mais pas le plus simple à maîtriser parce que bon, elle est peut-être un poil appuyée la passe de Metseguir et elle prend elle-même dès la passe, elle monte un petit peu, donc c'est lui qui arrive à bien la rabattre et ensuite à tirer. Donc c'est quand même un bon geste technique qu'il réalise. Et puis bon, après c'est sûr il est compte tenu du contrôle qu'il a dû réaliser et qui était pas le plus simple. Il y a quand même deux défenseurs nyonnais devant lui qui lui laissent beaucoup trop de temps. Ensuite, il a plus qu'à tirer, quoi. Hein. Omer Egic, lui, il peut plus rien faire et juste voir le ballon partir quasiment en lucarne, vu la surface de pied qu'il a utilisée, elle prend un petit effet même. Ouais. Là-dessus, il y a quand même deux défenseurs nyonnais devant lui, pas un pour mettre le corps en opposition. Et Schwitzer qui réalise un bon travail et qui profite de ce petit souci entre les deux défenseurs lyonnais. Ouais, c'est quand même un assez mauvais but pour Nyon, au-delà de la qualité de finition de Schwitzer. Mais enfin, quand on connaît les qualités justement de pied de Schwitzer, il est sur son bon pied.
tu dois pas lui laisser aussi autant d'espace. C'est dans un système où tu joues à 3 derrière, à 5 dans les phases défensives, il y a au moins 2 joueurs qui doivent venir faire opposition. Alors, il y a une petite opposition, mais ça reste quand même un peu timide. Donc, il se retrouve en trop trop bonne position et pour un joueur avec ses qualités. Voilà, ça Oui, pardonne pas. oui, c'est ça. Bah, déjà, ça a été évoqué dans les petits commentaires que tu as reçus, la prestation de l'adversaire. Ouais, c'est sûr que Stade Lyonnais, c'est pas pour une. On voit qu'il y a bien une raison pour laquelle c'est une des pires défenses de ce championnat. Ils étaient quand même vraiment pas. Ils se sont quand même vraiment pas mis en valeur sur ce match-là, là déjà, notamment sur cette action. Et puis le reste, on y reviendra. Mais voilà, un 0 qui à ce moment-là était quand même assez mérité. Oui, on commençait gentiment à voilà, avoir un petit peu plus la possession. Il n'y avait pas de grosses occasions franches, mais on commençait à être plutôt dominant dans le jeu. Lucas, toi, tu étais au stade hein, vendredi. Oui, oui, j'étais au stade. Tu es où? Tu as où ta À place? 4 minutes, j'étais. Ouais. Et puis, ouais, c'est vrai que de pied, on va dire, à ma position, j'ai pas réussi un peu à avoir toutes les occasions. Comme le 1-0, j'ai pas réussi à clairement à bien le voir. Et puis, mais après, en ayant revu les images, c'est vraiment un beau but, quoi. Hmm. Moi, je dois quand même avouer un truc, et c'est le grand mérite que je donne à Schwitzer sur cette action, c'est la spontanéité du geste. C'est que oui, la défense lyonnaise est assez passive et puis laisse Schwitzer charger, mais on a trop peu vu cette saison ce type de spontanéité quand il y a la moindre ouverture, et c'est d'action dont les joueurs qui vont rester à Xamax la saison prochaine, puisqu'on sait déjà depuis une dizaine de jours depuis une semaine que Schwitzer est en départ va quitter le club. Ben, c'est ce genre de choses ce genre d'actions dont les joueurs offensifs neuchâtelois doivent prendre de la graine, selon moi, pour la saison prochaine. Ouais, je suis d'accord parce que bah là on voit, hein, c'est fluide. Il fait un contrôle, il se pose pas de questions, il voit sa position, il voit la position du gardien, il tire. C'est comme tu dis spontané. Aussi une bonne capacité à s'adapter au ballon qu'il reçoit. Voilà, je dis c'était pas une mauvaise passe de Bettinger, c'était une bonne passe bien faite, mais voilà, c'est pas le ballon le plus simple à bien contrôler parce que il prend déjà un peu il fait un rebond et il avait peut-être un poil appuyé, mais il réussit à parfaitement s'adapter à ça. Un contrôle, une frappe, c'est sûr que on a vu on a vu par moment et on a par moment été frustré par des situations, ce genre de situation bien moins gérées par nos attaquants lors de cette saison. Ouais, puis comme tu disais, du coup, Mirko, c'est vrai que la maîtrise, enfin, on marque à un moment donné où la maîtrise du match commence à devenir un peu plus à nous. On reprend un petit peu le contrôle sur le match après une première demi-heure, une quasi première demi-heure assez équilibrée. Par contre, 27e minute, premier changement, et ça, je vais le citer parce qu'il est quand même décisif après pour la suite du match. C'est qu'il y a la sortie de Zachary Gadji qui avait reçu un coup en première mi-temps et qui cède sa place à Angelo Campos, Je dont crois on va qu'il reparler plus tard. je crois qu'il sort sur blessure par rapport à la chute qu'il a faite, mais sur le moment, j'ai pas eu l'impression qu'il se faisait toucher. Je crois qu'il a glissé. Je sais pas trop. J'ai eu du mal Ouais, à trop comprendre la situation. Mais après, je pense que c'est vraiment sur la chute. Il a dû se faire mal. Je sais pas si c'est au bassin ou je ne sais pas. Mais je crois même pas qu'il se soit fait toucher sur ce coup-là. on sait pas trop, effectivement, il est resté sur un contact ou pas contact dans les 5 mètres nyonnais ou dans les 16 mètres nyonnais. C'est vrai qu'on aurait pu penser à prendre de ces nouvelles à la fin du match, Mathéo. Moi, j'ai pas l'habitude quand il y a un joueur qui sort sur blessure, je demande toujours un peu des nouvelles comme ça hein, au staff à qui je peux en demander. Mais là, bon, il est sorti, je pense plus de manière préventive pour pas aggraver quelque chose. Quand tu as pris un mauvais coup, des fois, bah, il veut me sortir plutôt que de rester avec une douleur ou autre. Surtout en fin de saison, surtout pour un joueur libre qui cherche quand même à essayer de se mettre en valeur et puis à signer un contrat. Donc, s'il arrive blessé dans son nouveau club, Oui, et voilà. puis Mais
On a vu que sur les minutes qui ont suivi ce moment, qui ont suivi cette chute où il retombe mal, ben que bon voilà, il semblait souffrir. C'est sûr que ça sert à rien de laisser un joueur qui peut de toute façon pas donner une totale intensité dans ses courses à cause d'une gêne. J'ai pas l'impression que ça a été très grave, on verra, mais par contre, enfin, on espère pour lui que c'est pas, qu'il y a rien de spécial et que c'était le coup. Mais ouais, c'est sûr que ça sert juste de toute façon à rien de laisser un joueur qui est en souffrance sur le terrain, même si c'est le début du match. Totalement, mais c'est vrai que tu le soulignais, Mathéo, c'est un changement qui a eu son importance sur la suite du match, où Forte avait quand même 3-4 joueurs à disposition à ce moment-là pour remplacer Zachary Hadji. Il aurait pu faire rentrer Simone Rapp, il aurait pu faire rentrer Soumaïla Bakayoko, il aurait pu éventuellement faire rentrer Jesse Autier, mais il a choisi de faire rentrer Angelo Campos. C'était quand même, je pense, un signal, j'irai pas jusqu'à dire un signal fort, mais en tout cas aussi, voilà, un signal important pour Angelo Campos. Et puis on le verra après, il a bien rempli sa mission. C'est-à-dire que c'était l'une de ses opportunités les plus nettes de la saison de se mettre en valeur, puisque là, il avait à disposition une grosse heure de jeu entre la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps pour se mettre en évidence. Enfin, et toute la deuxième mi-temps pour se mettre en évidence, et il l'a bien utilisé, mais effectivement, on y reviendra plus tard. Xamax qui donc finit cette première mi-temps sur le score de 1-0, et on se retrouve un petit peu dans la situation similaire à la mi-temps par rapport au match précédent contre Vaduz. C'est plusieurs matchs qu'on a vécu à la Maladière comme à l'extérieur, c'est qu'on se disait que on ne se tranquilliserait qu'à partir éventuellement d'un deuxième but. Et ce deuxième but, il arrive à la 46e, début de deuxième mi-temps, sur un centre depuis la droite et une passe à ras de terre de Del Toro pour Schwitzer qui est au bon endroit au deuxième poteau. Une action assez bien menée, mais la défense lyonnaise n'a de nouveau pas très bonne mine sur cette action. Ouais, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai souvenir d'avoir regardé le panneau d'affichage juste après ce but, c'est après, je pense, 30 secondes, quelque chose Ouais, comme ça. c'est ça. C'est se faire prendre complètement de vitesse après une trentaine de secondes, c'est quand même pas normal. Euh, ouais, voilà, une défense qui, de manière générale, a été en retard pendant tout le match. On le verra après. C'était aussi des bons ballons dans le dos, les buts suivants. Là-dessus, voilà, quoi, ça fait 30 secondes que tu commences. Je sais que ça a commencé. Je sais plus si c'est eux qui ont engagé et perdu le ballon très vite, mais voilà, en 30 secondes, tu peux pas te faire prendre aussi rapidement dans le dos. Ouais, mais très bien joué, ce but avec cette bonne passe de Del Toro. Ouais, alors moi j'aimerais souligner aussi déjà son appel à Del Toro. Il fait Ouais, le geste juste, mais il est aussi, si je ne me trompe pas, il est déjà l'appel est splendide. Et puis Ben Seguir qui met le ballon dans le bon timing, ce coup-ci dans la bonne force. Et puis voilà, Del Toro a ensuite fait le geste juste. Il avait deux choix à ce moment-là. Il aurait pu servir Angelo Campos qui a fait un petit pas de retrait pour être en bonne position. Il a choisi de jouer sur Schützer. Les deux choix se défendaient. Honnêtement, s'il l'avait mis à Campos, j'aurais pas crié au scandale non plus. Mais c'est vrai que là, c'est toute la classe, à mon avis, de Danilo Del Toro quand même sur ce genre d'action. Son appel, son sprint, le coup d'œil, le ballon donné dans le bon timing. Et puis Schwitzer, il fallait encore plonger pour la mettre parce qu'elle n'était pas toute faite non plus. Omer Agic était seul, un peu esselé, mais il était quand même présent. Donc ouais, une action. Alors c'est une action de rupture. Je l'aurais plus vu à partir de la 70e si on menait encore que 1-0 que direct à la 46e. Mais après c'était 30 secondes, voilà. ouais, c'est C'est ça. ça. C'est pour ça que je souligne ouais, la difficulté qu'a eu cette défense lyonnaise pour se prendre une rupture dès les premières secondes. Tu reviens, tu fais souvent voilà, des bonnes discussions à la mi-temps pour essayer de voir ce qui joue pas. Et après 30 secondes, tu prends un but qui est plus qu'évitable. Tu prends pas un exploit improbable, juste t'es pas en place, tu te fais complètement prendre de vitesse. Et puis ensuite, on peut quand même, voilà, on pourra souligner avec beaucoup de satisfaction la justesse technique dans cette action.
Ça a été fait rapidement. Ben Seguir qui n'hésite pas à envoyer ce bon ballon pour profiter de l'appel de Del Toro. Del Toro qui passe dans le bon timing avec la bonne précision et puis Schweitzer qui réussit son geste. C'était voilà une action, une rupture un peu d'école qui a été faite en quelques touches de balle et ça fait plaisir de voir une action aussi bien menée. Totalement. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit plusieurs fois, Michael, dans ce débrief. Si on prend les 4 confrontations contre Nyon cette saison, on est quand même assez largement, selon moi, sur le match où l'équipe nyonnaise a le moins bien défendu. Parce si on prend le premier match en juillet à Colovray, mine de rien, ils nous tiennent assez bien, même si on manque un peu d'inventivité. On égalise un peu sur un miracle dans les arrêts de jeu. Ouais. Le match retour à la Maladière, on est quand même très en difficulté. Alors ils décident de mettre le match sur le côté de la baston et des duels, mais finalement c'est les armes qu'ils ont et ils ont joué là-dessus. La victoire à Colovray en février, elle est venue, mais elle est venue quand même de façon laborieuse. Là, on avait quand même des Nyonnais, je sais pas ce que t'en penses, mais qui étaient quand même un peu, qui avaient l'air pour le coup vraiment en vacances vendredi. Hein. Ouais, c'est ça. Et il faut dire aussi qu'ils reviennent. Ils ont fait une saison avec un maintien très, quand même plutôt facile. Et c'est vrai qu'ils avaient peut-être, je sais pas si c'était pas concerné, mais on a vu quand même une équipe qui a pas mis les mêmes ingrédients que lors des derniers matchs. Tu parlais de la combativité parce que c'est leur principale arme. On n'a pas vu ce genre d'ingrédients Non. aujourd'hui et lorsqu'ils sont pas capables d'amener ça, eh bien, il n'a pas resté grand chose sur ce match de vendredi soir. Bah, Nyon, ils ont quand même connu une trajectoire avec une première partie de championnat où ils ont pris relativement peu de buts. Mais par contre, les tours 3 et 4, ils ont pris énormément de buts hein, quand même. Pourtant, ils ont pas leur effectif a été relativement le même. Ils ont pas perdu ou pris des joueurs au mercato d'hiver ou très peu. Mais ils ont vraiment pris énormément de buts. Et puis on les a. Alors à part le premier match à Nyon, mais le deuxième match à la Maladière, on les a joués quand même à une période où nos problèmes offensifs étaient les plus criants sur la saison, vraiment. Hein. Ça a été la phase où on a inscrit très peu de buts. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ce but-là est tombé sur un penalty. L'égalisation ou c'est le but de Del Toro quand il a plongé, je me souviens plus. Mais enfin bref, on était aussi sur une période où on marquait très peu de buts, donc il y a eu un peu les vases communicants. Nous, on a à part les 3-4 premiers matchs à la reprise, mais sinon on a quand même commencé à marquer plus régulièrement des buts. Hein. Donc, ouais, c'était sur une période forcément où on était déjà plus en difficulté au niveau de la créativité et face à une équipe qui joue ensuite pour bien bloquer les espaces et qui ensuite te met un peu en difficulté en te secouant un peu parce que voilà, on l'a dit avec cette équipe qui basait beaucoup son jeu sur le physique, ça devenait tout de suite plus compliqué. Là, bon, c'est aussi peut-être un peu symptomatique d'une équipe qui est composée de beaucoup de joueurs prêtés. Voilà, c'est sûr que sur une fin de saison comme ça où tu as fait ton travail, ça fait un moment que tu as déjà accompli ta tâche de maintenir le club avec beaucoup de sérieux. C'est sûr que peut-être que t'es un peu moins dedans, notamment avec autant de joueurs prêtés. Je pense que pour eux c'est un peu anecdotique cette fin de saison. Et ils ont surtout bien rempli leur mission en se maintenant facilement. totalement. Ouais, et puis même s'ils ont pris beaucoup de goals, finalement, c'est une équipe qui s'est adaptée. Ça, on en avait discuté vendredi pendant le match, hein, Mirko. Mais Ouais. c'est une équipe qui, pour moi, s'est quand même bien adaptée, bien réadaptée à la Challenge League pour un club qui n'y avait plus évolué depuis je ne sais combien d'années. Je veux dire, il y a des clubs qui, quand ils remontent de Promotion League, et on les a plus revus en Ligue nationale pendant des années et des années, il y a des clubs qui rament beaucoup plus que ça. Et de ce point de vue-là, ils ont finalement, oui, alors ils ont eu leur phase de danger, mais je veux dire, on les a jamais vus derniers cette saison. Ils ont jamais vraiment flirté. Oui, il y a peut-être quelques journées où ils ont flirté au niveau des points avec Baden, mais finalement, c'est une saison réussie quand on sait d'où vient le club. Quoi. Ils ont été longtemps devant nous au classement aussi, hein, quand même. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, peut-être quelques temps, disons. Ouais, quelques temps. Ils ont bien été sur une période de 5-6 matchs au contact de nous, voire devant nous. Mais bah ouais, parce qu'ils ont eu quelques matchs à la 3e place, quelques matchs à la 4e. Mais donc voilà, ils ont été un petit peu devant par moment, mais oui, c'est totalement ça, une équipe qui s'est très bien adaptée parce que on se rappelle à leur début de championnat,
il est très malchanceux. On l'a tout de suite vu que c'était une équipe qui était capable de gêner tout de suite un peu tout le monde. Hein. Ils ont fait le coup avec Toon et ils se font égaliser sur la fin. Avec nous, ils se font égaliser aussi à la fin. Peut-être que leur défaite à la 3e journée contre Vaduz, elle se joue peut-être à pas grand chose non plus, si mes souvenirs sont bons. Voilà, ils perdent dans les arrêts de jeu si mes mémoires est bonne. Ouais. Sur les 3 premiers matchs, ils étaient un peu maudits avec les buts dans les arrêts de jeu, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a tout de suite été au niveau. Ensuite, il y a eu une période où ils ont eu 4-5 matchs d'affilée sans victoire, 4-5 défaites d'affilée, mais ils ont jamais trop eu peur. Et là, je regarde leur forme du moment. Voilà, ça fait depuis avril, le 5 avril qu'ils n'ont pas gagné. Je pense que ça fait depuis le 5 avril qu'ils se sentent plus trop en danger. Et puis voilà, c'est probablement du relâchement, mais effectivement une équipe qui s'est super bien adaptée à ce niveau avec je le redis, un maintien très facile. Ouais. J'ai quand même noté par la suite une occasion lyonnaise quand même à la 55e minute parce que ce match à partir du 1-0 n'a pas été qu'un monologue de Xamax et il y a une première occasion en deuxième mi-temps pour les Lyonnais avec cette frappe en pivot de Christian Gomis bien capté par Roth. Enfin sans danger pour Roth plutôt. Oui, effectivement, il y a cette frappe. Ouais. Après ça c'est tout juste un petit peu avant le gros raté dont tu reviens. Ouais, tu vas revenir très vite. Effectivement, le gros raté. On va débattre si c'est le raté de la saison, messieurs. Ouais, 61e, donc Elias Pache qui récupère à plus ou moins 30-35 mètres de son but une mauvaise passe de Ben Seguir. Il sort un grand pont sur Nsakala avant de complètement rater son face-à-face face à Roth, alors qu'il avait plus ou moins tout le camp ensuite Neuchâtelois pour réfléchir où il allait frapper, et il arrive à frapper à côté carrément. C'est là, sûrement celle-là, Lucas, tu l'as vu quand même depuis où tu étais. Alors clairement, oui, moi j'ai vu et j'en reviens toujours pas comment est-ce qu'il a pu louper ça. Ouais, on est d'accord. Vous étiez 3 ce soir à être derrière le but à des endroits différents. Messieurs, depuis derrière le but, elle était, on va pas dire qu'elle était inratable celle-là, mais elle était pas cadrable cette frappe. Enfin, c'était plus difficile de la mettre à côté du cadre que dans le cadre. Ouais, c'est grossier, c'est-à-dire que il bloque. Voilà, la sortie de Roth fait qu'il bloque il essaye de donner le moins d'angle possible, certes. Il y a quand même de la place sur sa gauche. Lui décide plutôt de la mettre premier poteau. À partir de là, il faut essayer de faire en sorte que ce soit pas sur le gardien et plus à gauche que le gardien, c'était en dehors du but, quoi. Finalement, il a très bien bloqué son premier poteau. Je pense qu'il a quand même rarement eu dans sa vie une action où il était un des seuls joueurs sur la partie de son adversaire. Bah voilà, là c'est peut-être pas le raté de l'année parce que je pense qu'il y a dû avoir quelques buts vides manqués durant cette saison. Mais alors lui, bah voilà, la lucidité c'est important quand tu reviens d'un sprint de je sais pas peut-être 60 mètres. Mais derrière, grosse tergiversation, il tire complètement à côté. Moi, sur cette course, quand je le vois passer Nsakala avec son grand pont, j'étais plus à m'occuper de pester sur la très 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 mauvaise passe de Ben Seguir plutôt que d'espérer un miracle. Et puis, il a vécu un grand moment de solitude parce que là, j'ai rarement eu vu une telle réaction d'un stade en fait. Là, c'était tu as eu des huées, t'as l'impression que t'as entendu le stade rire comme un seul homme. C'était très particulier, mais en même temps tout le monde était surpris de cet immense manqué. À 2-1, c'est pas le même match. Il a un peu plombé les espoirs de revenir dans ce match pour son équipe. Mais en tout cas, nous on était bien contents que ça soit sans conséquence parce que la passe de Ben Seguir, on peut en parler quand même. C'est horrible. Il passe sur personne. Hein. C'est une catastrophe quand même ce qu'il a fait. Sans conséquence, heureusement. Dans cette combinaison sur corner entre Dominique Schwitzer, Danilo Del Toro et Salim Ben Seguir, je pense que Ben Seguir, il avait pas bien étudié la combinaison parce qu'il l'a vraiment mis. Il n'y avait pas un Neuchâtelois à moins de 5 mètres du ballon. C'était horrible. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles il l'a peut-être pas mal étudié parce que il la passe, t'as l'impression machinalement un peu comme un automatisme en s'attendant à ce qu'il y ait quelqu'un.
Mais au final, il la passe dans une zone où il n'y a personne et surtout sur un Lyonnais. Donc, ouais, Un Lyonnais qui peut faire une longue passe. Elias Pache, il remonte pas lui le ballon. Il y a une passe ouais, oui. en l'air et puis ensuite il fait une petite touche pour mettre Nsakala dans le vent, qui a fait ses 34 ans du coup sur cette action, Fabrice Nsakala. Ouais, bah là, c'est sûr qu'il y a un joueur en pleine vitesse qui arrive. Toi, t'es sur tes appuis pour jouer le duel. Une fois qu'il t'a passé, tu peux plus le rattraper. Non, c'est Et, clair. ouais, c'est un peu ça pour Benzeguir. C'est parce que le sentiment qu'il fait cette passe comme un automatisme, alors que bah personne n'est là, quoi, si ce n'est un Lyonnais. Là-dessus, c'est quand même un problème. Alors voilà, il y a pas de, ça, c'est sans conséquence, mais ça montre un peu aussi que ces joueurs, il y a un peu de tout parce il est décisif sur les 2 premiers buts quand même, Benzeguir. Même si le deuxième but c'est pas une stat pour lui, mais je veux dire, il fait la très très bonne passe, la très bonne ouverture sur Del Toro. Voilà, il est décisif sur les 2 premiers buts. Mais il y a aussi le déchet, par moment trop garder le ballon, par moment faire des passes de ce type. Donc voilà, c'est un joueur qui se cache pas et donc ça c'est très positif. Il y a des petites choses à régler, mais c'est normal. Mais en tout cas là, ouais, là il nous a tous fait bien peur avec ce grand manqué et sans conséquence heureusement. C'est pas la première fois de la saison qu'on se met en danger sur des actions qui sont des corners offensifs à la base. Ouais. On a tenté des combinaisons qu'on a perdues, on s'est pris des contres. Enfin, je veux dire, ça doit pas arriver, ce genre de choses. Que la défense remporte le duel sur le corner et puis qu'il se développe quelque chose, passe encore, mais il doit pas y avoir un contre un comme ça à la hauteur du rond central. Et puis si le joueur gagne le un contre un, il se présente seul face au gardien. C'est juste pas possible. C'est Ouais, juste mais pas possible. d'autant plus que c'est des combinaisons. Alors c'est bien d'essayer des choses, mais on aimerait que ça soit fait en étant un peu sûr de soi, parce que là, typiquement, bah, je veux bien qu'on puisse tenter des combinaisons et que ce soit le risque, hein, quand on est une équipe qui essaye qui tente de toute façon, qui tente de créer des choses, qui tente d'être un peu plus créative et offensive. Bah, il y a ce genre de risque. Mais là, c'est fait sur une séquence où on a l'impression qu'ils ont tenté quelque chose sans avoir, j'ai envie de dire révisé, quoi. Donc, parce que vraiment cette passe, elle est sur absolument personne et elle est un peu vraiment surprenante pour le coup. Donc, ouais, c'est une équipe qui tente des choses et qui accepte le risque, pourquoi pas. Mais alors dans ce cas-là, il faut être quand même un peu sûr de soi, quand même. Totalement, ouais. Puis, en Du parlant de coup, raté, il y en a un autre beau qui arrive derrière. Hein. oui, alors justement, donc 65e minute, bon, un autre changement qui a permis aussi à Xamax de faire une bonne fin de match. Donc sortie d'Aerovic, entrée de Winkler et sortie de Benseguir, entrée de Hautier. Et 75e minute, moi j'ai noté Mais le troisième but. il faut qu'on parle quand même de l'action qui a eu lieu 3 minutes après l'énorme raté de Campos, quand même. Oui, je te laisse là, à l'aise, Hugo Mirko. Ouais, bah pareil. Alors je me souviens plus de tout le développement de l'action en soi, mais Angelo Campos qui se présente lui aussi seul Ouais, ouais. face à Edino Meragic et puis il tricote. Alors on a un Elias Page qui fait un très mauvais choix et qui techniquement manque son geste, et puis là on a un mauvais choix tactique. Voilà, il décide de tenter de dribbler Omeragic Ouais. avant d'essayer de conclure, mais ça fonctionne pas. Et bon, après Omeragic il joue bien le coup, hein, Michael, quand même. Oui, bah il reste sur ses appuis, il se lance pas, mais bon, enfin c'est du coup, c'est quand même presque pire que de tenter quelque chose et de complètement le manquer, parce que là j'ai l'impression qu'il a pas pris de décision. Essayer de dribbler le gardien, c'est presque pas un choix. Enfin, je sais pas, ouais, comme tu dis, on a vraiment l'impression qu'il a tricoté, il avait tout le loisir de tirer avant et ensuite, bah, s'il y a miracle du gardien ou s'il y a manqué parce que tu la cadres pas, c'est un autre problème euh, d'ordre plus technique. Mais là, c'est carrément une absence de choix. Ouais, c'est vrai qu'on a eu en l'espace de quelques minutes ce petit festival là. Derrière, je crois que c'est parti en contre-attaque, mais sans que ça donne peut-être une frappe nette, mais c'était un peu n'importe quoi sur ces petites séquences. Et là-dessus, il doit faire un choix. Il doit que ce soit la jouer en finesse, que ce soit allumé comme un bourrin, que ce soit je sais pas.
Ensuite, on regarde s'il la cadre ou pas, si le gardien fait un arrêt incroyable ou pas, mais ne rien faire, c'est quand même plus frustrant encore, je pense, que de manquer l'immanquable. Ouais, en fait, je me suis trompé, c'était 8 minutes plus tard, c'était pas forcément dans l'enchaînement, mais ça Non, c'est un reste petit peu plus tard. relativement, ouais, ça reste relativement rapproché. À ce moment-là, je pense qu'on s'est tous dit un peu la même chose. Ah, Campos, il va pas saisir sa chance, malheureusement. Et pourtant, Et pourtant, et pourtant. 75 minutes, ballon en profondeur pour Campos, qui pique son ballon par-dessus le gardien, quasiment collé au poteau, en fait. Et Autier qui la pousse sur la ligne de but. Les deux, on a longtemps hésité de savoir si c'était Campos qui l'avait inscrit ce but ou Autier, mais là, pour le coup, Campos fait quand même un super travail. Ouais, totalement. Alors le ballon est peut-être un petit peu sorti. Alors on hésitait. Pour nous, c'était Campos qui l'avait mis. La Ligue l'a tout de suite attribué à Jesse Autier. Alors on a parlé à Jesse quand il est revenu au vestiaire. Et puis il a été catégorique. Ah non, 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 je la touche. Non, non, il est pour moi celui-là. Si je la touche pas, elle finit pas au fond. Il nous a Peut-être, hein, textuellement, il nous a dit ça. Ben, c'est possible, hein, en revoyant les images, qu'il donne peut-être juste la toute petite touche qui permet de mettre le ballon. Mais en même temps, mais c'est pas faux ce qu'il dit, parce que l'angle est tellement tellement, fermé. ouais, il la prend tellement proche de la ligne de touche du pied droite, sans mettre un effet avec l'extérieur du pied, que effectivement, elle ne rentrait probablement pas, hein, cette balle, c'est sûr. Non, mais C'est l'angle sûr. est tellement fermé. En réalité, oui, c'est une passe décisive. C'est une bonne passe décisive de Campos, mais effectivement, elle serait pas rentrée sinon, je pense. L'occasion encore, et c'est pas pour diminuer la prestation de quiconque chez nous. Je suis très satisfait de notre match. L'occasion encore de montrer à quel point cette défense lyonnaise était à la ramasse, parce que il y a quand même un joueur devant Campos qui fait mine de vouloir protéger le ballon pour le laisser sortir. Ouais, mais il y arrive pas. Il y arrive absolument pas, mais il le fait d'une manière abominable. Hein. Enfin, c'était encore une fois à revoir cette action. Je pense que il y a de quoi se faire un petit mal de crâne quand t'es le coach de Nyon, parce que là, tu te fais quand même plomber par des erreurs à répétition sur ce match. Il y a eu que des soucis sur tous les buts. Et là, ouais, il fait mine de vouloir protéger le ballon, mais sans vraiment le faire. Campos, il le contourne tout simplement, et puis il met le pied sur le ballon, tout juste sur la ligne, ou peut-être un peu sorti, ça j'en sais rien. Évidemment, les Nyonnais ont essayé d'un petit peu protester, mais c'était très léger. Mais ouais, là encore des gros soucis en défense. Et puis Autier, qui finit bien. On peut quand même, voilà, j'enlèverai pas la combativité de Campos, parce que il est allé jusqu'au bout du truc, même avec un joueur qui était devant lui, qui semblait vouloir protéger le ballon. Tu peux très vite te dire, bon c'est perdu. Il a tout de suite essayé, voyant que le joueur faisait un peu n'importe quoi. Donc il a été très sérieux. Il est allé au bout de son idée avec beaucoup de combativité, et ça a payé, puisque derrière les grosses erreurs, les gros soucis défensifs de son adversaire, il faut de toute façon ensuite avoir la qualité, la mentalité et tout ce que tu veux. Il faut ensuite savoir en profiter. Hein. Il s'agit pas juste de dire que l'adversaire a été mauvais et que c'est une victoire banale. Il faut savoir saisir ces opportunités, et là c'est ce qu'il a fait. Alors, effectivement, pour en revenir à tes propos, le défenseur nyonnais défend très mal, parce que sur des actions comme ça, où le joueur veut essayer de protéger le ballon, enfin d'accompagner le ballon pour qu'il sorte des limites du jeu, et en faisant opposition à son adversaire avec son corps, il est dans une position catastrophique. C'est-à-dire qu'il est pile poil au milieu, à équidistance il y a la même distance en fait entre lui et le ballon, et puis entre lui et le joueur. Et là, en fait, pour réaliser une action comme ça, il doit être quasiment collé à Campos. Il doit vraiment faire opposition corps à corps avec le joueur, et puis suivre les mouvements de Campos. Il doit avoir ses yeux sur le ballon, mais aussi derrière, sur son adversaire, et puis bouger en fait les épaules autour du joueur si Campos, parce que là Campos il a pas d'autre solution que de faire le tour pour aller essayer de sauver le ballon. Et en fait, en étant à mi-distance, il est pas au contact de Campos, et il lit très mal en plus la chose. Et puis
comme il est pas proche du ballon non plus, et ben au moment où Campos reprend le ballon, et ben il peut pas se plonger pour contrer la balle. Donc c'est vraiment défensivement pour un latéral, c'est une action catastrophique. Vraiment, Oui, bah, il pouvait pas faire pire. il y a faire écran vers le Enfin, si, il joueur, pouvait ce faire pire, qu'aurait. il pouvait le sécher puis offrir un penalty, mais à part ça, il Ouais, pouvait bah, pas défendre pire. il y avait éventuellement ça, oui, faire écran sur le joueur et gagner de précieuses millisecondes qui font que Campos à la fin n'a pas ce ballon, enfin le ballon sort. Mais moi, de manière générale, j'attends d'un défenseur qui, s'il veut protéger le ballon, j'attends qu'il soit proche du ballon et qu'il mette réellement son corps en opposition. Là, il était un peu au milieu, les bras écartés. C'était très très léger de sa part et bon, bah voilà, Campos lui on a super bien profité. C'est ouais, encore une fois, et on, on reparlera de la dernière action, mais ouais, c'était quand même un festival offensif côté Nyon. Et ben, tous les louanges vont aux attaquants de Xamax d'avoir su en profiter parce qu'on a assez pesté régulièrement dans cette saison quand la défense d'en face n'est pas forcément à son avantage, mais qu'on n'en profite pas. Ouais, et puis voilà, Jesse Autier qui prouve avec ce but qui est, sauf erreur, le 8e ou le 9e pour lui? 8e. Que voilà, 9e, 9. ses instincts de buteur sont très 9e, bons. ouais. Ouais. 9e, hein, on est d'accord. Ouais. Tout à fait, ouais. Donc voilà, c'est voilà, un bon but de buteur parce que lui aussi finalement il croit que son coéquipier va arriver, donc il continue il s'arrête un coup puis ensuite il repart quand il voit que son coéquipier arrive, donc il met le pied en plus là où il faut comme il faut. Ouais, Parfait, c'est rien ça. à dire. C'est tout le monde y croit jusqu'au bout, donc c'est ça, on peut que saluer cette action. Totalement. 78e, donc deux nouveaux changements avec la sortie de Schwitzer et d'Ensakala remplacés par Emrich et Balarouban. Et à la 84e, on a notre 4e but avec une passe en profondeur de Del Toro pour Campos qui résiste dans un premier temps à son adversaire avec un bon coup d'épaule des familles avant d'aller battre Omer Agic Ouais. d'un tir sec croisé. Je Non, crois là, que la passe décisive, c'est Autier, si je dis pas de c'est bêtises. Autier en fait. Ouais, on s'est Autier, trompé c'est sur le Autier. direct. Bien Autier. Mathéo, en fait, c'est Autier ouais, qui fait cette passe. Alors, le défenseur central, c'était Sylvestre Braque, là, si je me trompe pas. Bon, il est un peu en retard, du coup, il essaye un tacle. C'est même pas ce qui me choque le plus, en fait. C'est l'espace Mais qu'il a parce que les autres joueurs, ils sont pas là. Mais non, non, là, le bas, il peut sécher Campos. Non, mais bah, il tacle je pas pense qu'il avait, vraiment au bon moment, en fait. je Hein. pense qu'il avait plus de chances de sécher Campos que de toucher le ballon, effectivement. Ouais, clairement. Ouais, bon, Campos qui voilà profite super bien de cette ouverture et qui cette fois prend une décision en face à face et on voit que bah, voilà quand il tergiverse pas et s'il se décide à vraiment tirer, là il fait l'action très bonne. Hein, là il fait tout juste dans cette action. Donc encore un bon point. Mais ouais, bon voilà le défenseur qui de toute façon a balancé un tacle un petit peu désespéré. Il y a quand même cette équipe de Nyon, elle jouait pas si, elle se découvrait pas tant que ça lorsqu'elle perdait que d'un but d'écart ou même de 2 buts d'écart. Et à 3-0, on a l'impression, et même après ce but, on a eu l'impression que c'était attaque de folie. Il faut absolument qu'on aille marquer. Tout le monde jouait extrêmement haut. Et en une seule passe d'Autier, on a toute une équipe qui se fait transpercer. Ouais, ils défendaient plus, quoi. Ils étaient vraiment pas concernés par la situation. Je veux dire, là, c'était quand même vachement porte ouverte. Campos qui fait un super travail. Et ouais, on parle du tacle du dernier défenseur, mais celui-ci était quand même bien seul. C'est pour ça que je parlais d'un Omer Agic vachement abandonné par sa défense, parce qu'il y a que des problèmes dans tous les buts. Là, celui-ci, je dirais que c'est un but un peu classique de rupture face à une équipe qui perd et qui essaye de revenir au score, mais à 3-0, c'est surprenant quand c'est pas le genre de choses que tu montrais à seulement 1-0. Je sais pas, je suis un peu surpris de la lecture qu'a eu le Stade Lyonnais de ce match. Et voilà, bon, ils ont décidé de se découvrir complètement sur cette fin de match, malgré le score qui était déjà lourd. Et Xamax en a bien profité, et Campos aussi pour faire quelques stades, donc tant mieux. Totalement. Oui, en cette fin de saison, en tous les cas, pour peut-être
des nouvelles, on va dire, évaluations sur l'effectif actuel pendant cet été, c'est quand même pas trop mal pour ces joueurs qui n'ont pas eu tellement d'espace cette saison de pouvoir, à travers ce genre de match, se mettre en évidence. Parce que comme on a pu en discuter pendant le match ce vendredi, c'est vrai que Campos n'a pas toujours été le joueur le plus en vue. Maintenant, j'ai envie de dire que aucun attaquant, aucun numéro 9 n'a nécessairement prouvé qu'il méritait d'avoir le rôle de titulaire indiscutable. Et personnellement, c'est pas une déception, mais c'est un petit regret peut-être de ne pas l'avoir vu personnellement un peu plus sur le terrain et avec un peu plus de possibilités cette saison. Mais ça n'engage que moi. Avec un Angelo peu plus Campos, ouais. Vas-y, Michael. Ouais. Avec un peu plus d'opportunités, qui sait. Après, moi, j'avoue quand même que ce match-là, je suis satisfait parce qu'il a très bien, il a fait, voilà, c'est surtout ce dernier quart d'heure de folie où il est dans tous les bons coups. Je considère quand même que lorsqu'on l'a vu, même si c'est pas énormément, et du coup, ça, c'est absolument pas un bilan, un avis définitif que je me fais sur le joueur alors qu'on l'a pas tant vu. C'est juste que je comprends qu'il n'ait pas forcément eu énormément sa chance parce que lorsqu'il a eu quelques minutes, il était quand même vraiment pas à son avantage et j'ai quand même pas toujours eu le sentiment que c'était déjà un joueur de Challenge League ce joueur. Alors ce match-là, il a été satisfaisant, mais ouais, je sais pas. Par moment, je suis quand même, je comprends qu'il ait pas eu tant, qu'il ait pas toujours eu énormément sa chance parce que il n'a pas forcément su optimiser les moments où il a eu des opportunités. Maintenant, c'est encore une fois pas un avis définitif sur le joueur qui est de toute façon sous contrat et qui pourra se développer. Mais je sais pas si c'est forcément un regret pour ma part parce que encore une fois, voilà, je comprends qu'il n'ait pas toujours eu, je comprends qu'on lui ait pas non plus donné d'énormes responsabilités, mais c'est sûr que bon, on peut toujours aussi comparer avec les autres joueurs à son poste et la réalité c'est qu'on n'a eu aucun numéro 9 qui a été impérial et très satisfaisant. Donc, bien sûr que comparant à ses autres à ses collègues au même poste, c'est sûr qu'il aurait peut-être pu avoir un peu plus parce que personne n'a réellement satisfait, mais voilà, un peu mon avis là-dessus. Ouais, alors on ne devient pas meilleur buteur de Promotion League par hasard sans avoir des qualités. Ça, c'est une évidence. C'est pratiquement normal que chaque année, le meilleur buteur de la Promotion League attire voilà, un peu la vision des clubs de Challenge League au minimum, voire de Super League suivant la saison. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu disais, Michael. On avait l'impression que c'était un joueur qui n'était pas encore prêt pour la Challenge League. Et puis, pour moi, ça montre aussi une problématique un peu de gestion finalement du joueur, de la gestion sportive quelque part. Parce que, ok, on le prend. Pour moi, quand il a signé, c'était assez logique et j'étais assez content finalement que on signe voilà le meilleur buteur de la Promotion League. Ensuite, il fait la préparation avec toute l'équipe. Pour ça, il y a pas de souci, c'est normal. Il vient d'être acheté, il fait la préparation. Et ensuite, à la fin de la préparation, parce que Campos, il a montré des qualités pendant la préparation. Il a marqué plusieurs buts, certains sur penalty, mais c'était sauf faire notre meilleur buteur en préparation. Donc ça a montré que voilà, il avait de l'envie, qu'il était motivé, et voilà. Et là, il doit y avoir une décision claire. Soit on dit, écoute, Angelo, on pense que t'es pas du tout prêt pour la Challenge League. Donc nous, mais par contre, on compte sur toi l'année prochaine. Donc on te prête en Promotion League pour la saison. Est-ce que tu veux qu'on rediscute avec ton club de Brûle pour que tu retournes là-bas, ou est-ce que tu veux aller dans un club peut-être plus proche de Neuchâtel maintenant que tu es ici? Ou alors on dit OK, on compte sur toi, mais évidemment que t'es pas notre attaquant numéro 1, puisqu'on avait recruté Simone Rapp à ce moment-là, donc t'es pas notre attaquant numéro 1, mais par contre, on va te donner du temps de jeu, peut-être une ou deux titularisations par-ci par-là, puis on sait jamais s'il y a des blessures ou autres, tu peux être amené tout d'un coup à être titulaire plus régulièrement. Et puis,
Ça s'est pas fait non plus finalement. Il est rentré dans le 4-0 contre Toon, le premier 4-0 contre Toon, où il marque un but. D'ailleurs, il a fait des entrées par-ci par-là, mais à des moments où l'équipe dans son entier ne jouait pas bien. Donc c'est vrai que pour un attaquant, il peut pas tout faire tout seul. Quand les ballons n'arrivent pas, il peut pas s'inventer les occasions de but tout seul non plus. Donc, donc voilà, ça montre quand même, voilà, ça, c'est un peu la gestion. Et puis ensuite, la deuxième partie de saison, Ouli nous en a parlé hein, en conférence, enfin au moment dans la presse. Il a été passablement blessé. Il a eu des petites blessures, rien de grave, mais quand même des choses qui l'ont un peu handicapé. Et puis il disait aussi que c'était quelqu'un qui se donnait toujours à fond, vraiment à l'entretien, à l'entraînement, pardon. Et puis qu'il n'y avait pas du tout de problème d'attitude chez Angelo Campos. Il avait vraiment la bonne attitude. Donc voilà, on aurait aussi pu se décider de le prêter au mercato d'hiver et puis de dire Ouais. voilà, t'as pas eu beaucoup de temps de jeu, et il va en chercher un petit peu sur ces 6 prochains mois. On te prête à ce moment-là, puis ensuite tu reviens, tu fais la préparation, puis on regarde ce qui se passe. Ouais, Donc voilà, c'est ce que j'allais dire en écoutant ce que tu viens d'expliquer, c'est que cette décision aurait même pu être prise au mercato d'hiver, totalement, parce totalement. que finalement, ben voilà, il est très peu rentré. Les fois où il est rentré, c'était pas toujours, même d'un point de vue technique, pas toujours très satisfaisant, et la confiance, le peu de confiance qu'on te donne n'aide pas évidemment. Et du coup, on voyait un joueur, on a vu un joueur pas tout à fait prêt encore pour la Challenge League, ce qui est pas grave. Donc on aurait pu imaginer, même après cet hiver. Voilà, donc c'est une saison. C'est bien qu'il puisse montrer qu'il est capable de ce genre de choses pour peut-être, qui sait, se développer un peu la saison prochaine, parce que c'est une saison qui est difficile à juger, parce que alors sur le plan sportif, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, pour un joueur qui vient de Promotion League, qui a pas eu beaucoup sa chance et tout, je juge pas. C'est pas, j'ai pas de grand jugement à faire sur le joueur. Mais en même temps, elle laisse une petite une petite déception, parce que bah, si on le fait pas confiance, voilà, on aurait pu mieux gérer la situation, comme tu dis, soit en le prêtant, soit en assumant qu'il soit pas tout à fait prêt, mais en lui donnant quand même plus de temps de jeu. Voilà, c'est Ouais. plus dans ce sens-là qu'il y a un peu de, c'est un petit peu un sentiment mix, on va dire, parce que sinon, en soi, bah, que le joueur ne soit pas vraiment encore un joueur de Challenge League, c'est pas forcément surprenant et c'est pas forcément inquiétant. Et voilà, mon avis, il a pas forcément changé, pas spécialement changé sur le joueur. Je trouvais que c'était un transfert qui avait du sens et qui, sur le papier, me plaisait bien. J'ai pas spécialement été grandement satisfait lorsqu'il a eu ses entrées en jeu, mais c'est encore une fois, ça change pas spécialement mon avis sur ce transfert, qui, je pense, était pertinent et qui pourrait montrer encore d'autant plus toute sa pertinence sur une deuxième saison de Challenge League. Mais ça reste à voir, aussi avec la manière dont on va gérer ce joueur. C'est un joueur qui doit être accompagné. Ces changements de ligue comme ça, il va faire des bonnes entrées et puis il faut pas trop qu'il s'enflamme après des bonnes entrées. Il va faire des entrées catastrophiques. Il faut pas trop qu'il soit découragé non plus. Ouais, Et puis voilà. de travailler dur à l'entraînement. Mais visiblement, ce côté-là, c'est pas du tout un problème. Angelo Campos à l'entraînement, il a toujours eu apparemment une excellente attitude. Donc c'est pas tellement de ce côté-là que voilà que j'aurais des choses à dire. Mais j'en ai déjà discuté un peu avec Ouli de ça, mais ça montre un peu aussi que finalement, quand l'équipe performait pas bien, et puis il y avait besoin de faire des points. À un moment, on était très proche de Chafouz, le dernier à ce moment-là. Il fallait quand même faire des points pour rapidement se mettre à l'abri. Et puis, il a pas du tout fait tourner l'effectif à ce moment-là. Il a vraiment fait confiance Ouais. à 11, 12, 13, 14 joueurs à ce moment-là pour amener des résultats. Et puis voilà, Angelo Campos, Lucas Marin, Sébastien Moulin sont les joueurs qui ont fait un peu les frais de ces décisions-là. Donc voilà, Xamax, on se veut un club qui est un peu tremplin aussi, donc on doit arriver à faire les deux choses. On doit arriver en même temps à donner la chance à ces jeunes joueurs qu'on va chercher à gauche, à droite, et puis les résultats doivent suivre. Donc c'est vrai que c'est dommage que si les résultats suivent pas, bah c'est tout de suite les jeunes qui en payent le prix, et puis on fait confiance aux joueurs expérimentés. Voilà, C'est c'est
le problème, c'est intéressant ce que tu dis, c'est le problème aussi d'avoir une crise sportive toutes les années, parce que c'était moins fort cette année, mais on a quand même eu encore notre moment de stress hein, pendant une petite période, et on a eu notre période sans victoire qui s'éternisait. Donc c'est le problème quand chaque année tu as ce genre de moment de gros doute. Si ça arrive tout le temps, et ben à chaque fois tu fais quoi comme composition? Tu fais des compositions d'équipe j'allais dire qui marchent. Non, si justement si t'es dans cette période-là, c'est que ça marche pas forcément, mais t'essayes de faire le plus d'aller au plus simple. Et c'est sûr que c'est pas compliqué. Ceux qui ont eu le moins de temps de jeu à cause de cette situation, c'est les joueurs qui étaient pas forcément prêts pour cette ligue, les Marins, les Moulins et les Campos. Alors que si tu es dans une équipe en confiance, peut-être que tu peux plus les intégrer. C'est aussi un souci, c'est quand tu as, encore une fois, une crise sportive ou un début de crise sportive tous les ans, forcément, tu fais moins jouer les jeunes ou les joueurs voilà, qui sont peut-être pas tout à fait prêts, alors que comment ils deviendront prêts en jouant de toute façon. Donc voilà, c'est un problème. Maintenant, pour la mentalité, c'est très bien qu'ils se donnent toujours à fond et ça m'a intéressé ce que tu as dit, c'est comme justement ce point est important, ne pas s'enflammer quand il y a une bonne entrée et ne pas en faire des caisses quand il y a des performances qui sont très loin d'être satisfaisantes, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Voilà, c'est un joueur qui doit se développer, pour ça il faut du temps de jeu, que ce soit ici ou ailleurs, comme tu dis, on aurait pu imaginer après. Ça s'est pas fait, on verra l'année prochaine. Ouais, moi je pense que voilà, Angelo Campos, il a le potentiel pour s'établir en Challenge League, mais voilà, il faut que ce soit bien encadré, ça c'est clair. Ce n'est que mon avis. Je sais pas si vous partagez cet avis un peu, messieurs. Là, on a beaucoup parlé avec Michael, mais les autres, vous pensez qu'Angelo Campos, il peut s'installer durablement en Challenge League et puis on l'espère chez nous? Dans un contexte où il y a un club effectivement qui sait comment l'encadrer et puis qui sait comment le mettre en valeur petit à petit, oui, il a quand même des qualités. On voit quand même des qualités chez ce joueur qui, au vu des attaquants qui sont passés chez nous ces dernières années, nous ferait pas de mal. Ouais, les autres, Lucas, Sam, Alex? Je suis assez du même avis que Mathéo, mais j'ai aussi trouvé que durant cette année, même si on l'a malheureusement pas assez vu, il y a quand même eu une petite progression. On l'a encore vu vendredi. Mais je pense que si le club fait les choses justes, en espérant qu'il fasse les choses justes, la saison prochaine, je pense qu'il pourra passer un palier si il a le temps de jeu nécessaire. Franchement, c'est un joueur que je sens bien et qui, vu les retours qu'il y a des entraînements, il a tout pour réussir ici. Mais c'est vrai que c'est un... Ouais, vas-y. Ouais, techniquement, il se débrouille plutôt bien. Et puis il a un bon coup de rein aussi quand il faut. Donc voilà, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de s'établir en Challenge League. Alors j'irai pas, je m'avancerai pas pour plus que la Challenge League, mais voilà, parce qu'il a déjà 24 ans aussi, hein, quand même. Donc Ouais. voilà, c'est un âge où normalement les joueurs sont déjà établis en Super League pour certains, ceux qui ont beaucoup de potentiel. Pour ceux qui ont le potentiel de la Super League, ouais, c'est Ouais, sûr ouais. que c'est plus rare de voir un joueur arriver sur le tard en Super League. En Challenge League, c'est moins choquant. Et je suis d'accord, hein, moi je pense que c'est un joueur en qui c'est beaucoup plus simple de voir du potentiel que chez certains autres. Moi, je trouve que du coup, je trouve que ça a beaucoup plus de sens que lui ait eu quand même plus de temps de jeu que d'autres. Je trouve quand même voilà, c'est pas celui qui en a eu le moins, et je trouve qu'il a montré quand même plus ses qualités. Maintenant, voilà, ça reste à voir sur la prochaine saison, parce que comme tu l'as dit, c'est aussi la gestion du joueur qui fera le travail, quoi. Il faut qu'il joue, ce joueur. Mhm. Ouais. Alors, moi, je voulais encore dire deux choses quand même par rapport à ce match. La première chose, c'est assez rapide. Le club a fait le choix dans les propositions d'homme du match de Dominique Schwitzer, de Fabio Saez et puis de Fabrice Nsakala. Alors,
tous les joueurs xamaxiens ont fait un match correct, voire très bon hein, ce vendredi, même les joueurs qui sont rentrés. Alors, Dominique Schwitzer et sa nomination était indiscutable et en plus il a été choisi très largement homme du match, donc il y a pas de souci. Par contre, je pense que Angelo Campos justement avait quand même un but et un assist. Et puis Benjamin Roth avec quand même un arrêt décisif à la 12e minute. Puis il a encore fait une belle claquette plus tard dans le match qu'on n'a pas mentionné. Ça aurait pas été un scandale de nommer ces 3 joueurs pour l'homme du match. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Ça c'est mon Roth, avis, mais je sais pas ce que. Roth a aussi une très bonne sortie dans les pieds, ou une frappe qu'il intercepte un peu de la poitrine parce qu'il est à bout portant. Mais je sais plus si c'est un moment très décisif, si c'est à 2-0 ou 3-0, mais Roth de manière générale a eu un match où il a pas paniqué, il s'est montré en confiance et je pense que il a l'air de montrer que c'est un gardien de Challenge League. Donc ça c'est positif et je pense que j'ai surtout envie de souligner sa performance parce que il a eu un match très sérieux. D'ailleurs, il y a une dernière occasion, une dernière claquette de Rhodes justement pour illustrer ton propos, Michael. C'est à la 88e sur cette belle frappe du pied gauche de Victor Petit où il va chercher une claquette sous la barre avec une belle envolée où il parachève en fait son œuvre parce qu'il a pas eu non plus 150 arrêts à faire vendredi, mais les 3 ou 4 qu'il a dû faire, il a été d'une grosse autorité autant dans les sorties que dans les arrêts sur la ligne. Et ça a fait, pour le coup, ça a fait du bien à toute la défense, quoi. On n'avait pas l'impression qu'il vivait le stress ou la panique d'une première titularisation à la Maladière, puisque c'était son premier match titulaire à la Maladière en Challenge League. Et c'est important parce qu'on a aussi du coup par conséquent pas ressenti une défense qui avait peur ou qui sentait qu'ils avaient plus besoin de protéger leur gardien et jouer moins naturellement parce que c'est pas le titulaire. On a senti une défense qui était aussi qui a joué naturellement et qui a pas eu peur parce que c'était un gardien inexpérimenté. C'est comme tu dis, il a montré des choses avec autorité et il a dégagé de la confiance et ça c'est super pour lui. Ouais. Et puis la deuxième chose que je voulais aussi souligner, et puis là, ça va forcément lancer un petit débat, mais les 4 buts ont eu 4 assists, donc il y a eu 8 points, entre guillemets, si on parle un peu en langage hockey, qui ont été inscrits. Sur les 8 points inscrits, il y en a 6 qui ont été inscrits par des joueurs dont on est certain, voire quasiment certain, qui ne porteront pas le maillot rouge et noir la saison prochaine. Voilà. Ouais, oui. Je la lance un petit peu large, cette question, messieurs, mais ça vous évoque quoi, ça? Parce que, alors, les points, c'est 2 points de Dominique Schwitzer, 1 point de Danilo Del Toro, non, c'est 2 points de Dominique Schwitzer, 2 points de Jesse Autier et 1 point de Danilo Del Toro et 1 point de Salim Ben Seguir. C'est eux les joueurs en question. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? Finalement, il n'y a que le but et l'assist d'Angelo Campos qui seront encore présents l'année prochaine. Ouais, bon, le prêt de Ben Seguir, de toute façon, on s'attendait à ce que ce soit pas pour forcément rester. C'est pas non plus, voilà, c'est un joueur qui a ses qualités, mais je pense qu'on n'a pas non plus d'immenses regrets chez ce joueur. Il a pu faire sa saison. Je pense que lui-même n'est probablement pas tout à fait satisfait de ce qu'il a pu réaliser, du temps de jeu qu'il a eu. C'est pas forcément sur ce joueur qu'on centre tous les regrets et voilà, mais pour un Dominique Schwitzer et un Danilo Del Toro, je m'attendais, je sais pas, Schwitzer, je savais pas trop si c'était de toute façon dans l'air du temps de se dire que c'était possible de le conserver. Finalement, on voit bien qu'avec l'acquisition qu'a fait le FC Vaduz, on voit bien qu'un club de Challenge League pouvait tout à fait le signer de manière permanente. Sur ces 2 joueurs-là, il y a beaucoup plus de questions. C'est sûr que là, on s'affaiblit offensivement. Hein. On va s'affaiblir offensivement et on va quand même attendre au tournant ce mercato. Alors, je veux pas faire de bilan maintenant ou d'avis réel sur notre mercato, alors que forcément, on voit là les départs et les arrivées, elles sont pas encore là parce que le mercato, lui, n'a pas commencé. Donc, c'est pas pour faire un bilan, mais il va quand même sérieusement falloir se renforcer offensivement si on veut pas que ça soit un peu inquiétant.
On aura l'occasion de déjà en discuter la semaine prochaine après le débrief du match de Baden, puis encore plus peut-être dans 2 semaines avec Christophe Moulin de ça. Mais c'est quand même pour souligner que voilà, les joueurs qui ont été décisifs vendredi seront probablement plus là. Oui, et puis c'est des départs qui vont devoir être compensés. De toute façon, il y aura des arrivées maintenant. Quelles seront ces arrivées? De quelle qualité seront-elles? Si on veut être une équipe qui ressemble à quelque chose, c'est sûr qu'il va falloir les compenser parce qu'on a, si on regarde le bilan de nos meilleurs buteurs et nos meilleurs passeurs, tout ce qui a fait que Xamax était une attaque globalement pas trop mauvaise s'en va ou s'en est déjà allé avec Surdé. Donc voilà, il n'y a pas de bilan à tirer d'un mercato qui n'a même pas commencé, mais on attend au tournant le club parce que sinon, parce qu'il va falloir très bien recruter si on veut si on veut progresser, parce que sinon, voilà, on perd sacrément en qualité. Ça, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Ouais. Je voulais souligner aussi le fait que Neuchâtel Xamax a cadré 5 frappes, donc une très bonne efficacité, hein, quand même. 4 buts, 5 tirs cadrés, 4 buts. Ça nous est pas arrivé souvent cette saison. Et puis, on va souligner aussi la partie qui s'est déroulée dans un assez bon état d'esprit, contrairement aux 3 premiers matchs entre les deux équipes, puisque Neuchâtel Xamax a commis 9 fautes et le Stade Lyonnais quand même le double, mais 18, soit 27 fautes sur tout le match. Et je pense que dans les matchs précédents, c'était le nombre de fautes en 15 minutes de jeu. Donc, voilà, on va souligner que les esprits se sont bien détendus. Moi, je les avais trouvés déjà un peu plus détendus quand même à Colovray lors du 2e Nyon Xamax ce mois de février. Mais là, ils étaient complètement détendus. Il y a pas eu de scène un petit peu chaude ou tout d'un coup des équipes qui s'excitent ou pas. Donc voilà, Dylan Dugour qui avait été un acteur majeur, on va dire, des 2 échauffourées à Colovray et à la Maladière des 2 premiers matchs n'était pas présent. Est-ce que voilà, ça a joué un rôle ou pas? Mais voilà, un match correct. L'approche des vacances aussi probablement parce que ça revient à ce qu'on disait au début. Lorsqu'elle a besoin de faire lorsqu'elle est en mode pas survie, mais en mode lorsqu'elle joue avec enjeu cette équipe, c'est une équipe qui joue de manière plutôt rugueuse. Et là, je pense qu'il y avait aussi un peu de relâchement concernant par rapport à tout ce qu'on a dit. Et ça s'est aussi vu avec une équipe qui était un peu moins clairement moins embêtante au niveau du jeu rugueux. Et là, c'est sûr que c'était un match qui s'est bien déroulé, hein. Pour l'arbitre, c'était aussi pas bien compliqué à gérer. Voilà, un match de fin de saison, on le voit, où les joueurs sont pas non plus dans une mentalité où ils sont dans le besoin de s'arracher. Et ça donne ce genre de match, hein, parce qu'au final, on l'a vu, dans toute la Challenge League, c'était un peu la roue libre. Il y a eu 23 buts en 5 matchs, avec des trucs improbables comme Toon qui gagne 3-0, qui se fait remonter 3-3 pour en remettre 3 derrière. Les défenses sont aussi un peu... les défenses du coup, par conséquent, toute l'équipe, c'est pas qu'une question de charnière centrale. Toutes les équipes sont un peu relâchées, sauf Sion et Toon qui avaient des choses à faire, avaient des choses à prouver, et c'est Sion qui va être champion maintenant avec cette victoire. Voilà, je pense qu'on l'a vu un peu dans toute la Challenge League, hein. C'était une journée très prolifique en termes de buts. Totalement. Je veux juste revenir, Mirko, sur ce que tu disais par rapport aux points et aux joueurs qui, justement, le pourcentage de points qui ont été inscrits par des joueurs sur le départ. C'est vrai qu'on commence à s'y habituer. Et puis en même temps, on se dit, punaise, mais un joueur comme Schwitzer, alors qu'on se posait des questions, justement, concernant le flanc gauche de notre attaque cet hiver après le départ de Surdé, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler que celui qui a précédé Schwitzer à ce poste-là dans un autre style, c'était Surdé. Et c'est vrai que moi je savais que ce joueur Schwitzer avait des qualités pour l'avoir vu évoluer notamment à Lausanne. Ce qui est terrible, c'est que là on a réussi à se prendre un joueur de Super League qui était en échec dans son club et qui avait plus de temps de jeu pour qu'il parte finalement dans un autre club de Challenge League avec un tout autre contexte, un tout autre suivi du club là-bas, un anonymat beaucoup plus grand. Et finalement,
Oui, alors peut-être que sur une saison, Vaduz peut construire un projet et monter une équipe pour monter en Super League, mais il y a pas les mêmes, enfin, il y a pas la même ferveur qu'il peut y avoir à Neuch imaginer monter un projet, un projet promotion. Et ça c'est très, très, très embêtant pour la continuité du projet, quoi. C'est d'autant plus frustrant parce que moi, justement, un Schwitzer, je me disais, bon, peut-être que c'est que pour 6 mois, peut-être que justement, dans 6 mois, ce joueur s'étant relancé peut-être avec nous, cherchera autre chose en Super League. Finalement, c'est un autre club de Challenge League qui s'est offert ses services de manière définitive, enfin, dans un transfert définitif. Donc c'est là que c'est vraiment frustrant parce que bah voilà. Le FC Vaduz a été plus convaincant que le Xamax et ça pose des questions sur ce qu'on attend, sur ce qu'on espère de cette équipe l'année prochaine. Et voilà, c'est vraiment le fait qu'il reste en Challenge League mais ailleurs qui est frustrant, c'est d'avoir été moins intéressant qu'un autre club de Challenge League qui pose réel problème parce que à la base, Schwitzer, je savais pas si on allait vraiment le garder et ça m'aurait pas surpris qu'il reparte ensuite ailleurs, je sais pas, un FC Sion, une équipe de Super League, quoi. Euh, ouais, c'est vraiment le fait d'avoir été moins attractif que Vaduz qui, je sais pas, quand même soulève des questions sur ce qu'on va faire l'année prochaine. Ouais, alors voilà, le choix sportif n'est pas toujours forcément le moteur principal des choix d'un joueur. Je pense que Dominique Schwitzer a choisi lui de pas prolonger l'aventure à Neuchâtel. Et puis voilà, pour des raisons qui nous échappent, mais qui dépendent pas forcément du défi sportif et puis Bah, de l'infrastructure ou autre. Voilà, on peut que le remercier de ses performances et puis voilà, lui souhaiter tout le meilleur pour lui à Vaduz, un club dans lequel il a déjà évolué. Quand un joueur retourne dans un club dans lequel il a déjà évolué, en général, c'est un signal fort pour moi. C'est que cette expérience s'est bien passée et puis que quelque part la personne revient en terrain inconnu. Donc voilà. Ok. Est-ce que vous avez encore des choses, messieurs, à rajouter par rapport à ce match? non, pas spécialement, juste pour le match qui arrive, on espère une belle fin de saison contre ce FC Baden qui va lui avoir à cœur de faire une bonne prestation pour sa dernière en Challenge League. Et puis voilà, mais sinon il n'y a pas de grande conclusion à tirer de cette fin de saison qui se joue un peu. Mais par contre, oui, quand même important. Je suis quand même satisfait qu'on finisse pas en roue libre et que les joueurs montrent qu'ils ont quand même à cœur à défaut d'avoir une saison avec de l'enjeu, une fin de saison quand même où on essaye de prendre un peu de plaisir. Ça, c'est vrai que Ce qui était c'est quand même l'objectif bien. du début de saison, rappelons-le quand même. Voilà. Bon, est-ce que ça a été fait de manière constante dans la saison? On en tirera le bilan plus tard. Clairement pas. On Voilà. développera, on développera. Ok, très bien. On peut passer sans outre à la séquence suivante. Voilà, la séquence suivante, c'est la partie interview, discussion libre avec toi, Lucas. Donc, comme je le disais en introduction, merci d'avoir manifesté ton intérêt à participer à Xamcast. On le répète semaine après semaine que Xamcast est un espace communautaire. Donc, du coup, on est vraiment très honoré quand les gens comme toi ont envie de venir et ont envie de prendre la parole au niveau de Xamcast. On va pas te demander de te présenter personnellement, forcément, Lucas, mais plutôt de te présenter en tant que supporter de Xamax. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu suis ce club Neuchâtel Xamax? Ça fait quand même pas mal d'années. Je me souviens un peu de mes premières expériences au stade, aux alentours de la saison 2015-2016. Pas mal d'années, tu dis. Alors là, il y a des gens qui suivent le club depuis les années 90, Ouais, voire le enfin, début des pour années moi, ça 2000. fait, Donc, tu as pour quel moi, âge, Lucas, en fait? moi j'ai eu 18 ans fin avril. Ok. Donc oui, par rapport à ton âge, tu suis le club depuis un moment quand même Ouais. déjà.
Ça fait juste pas 10 ans que je le suis, ça fait 9 ans à peu près. Donc tu as commencé à peu près comme certains d'entre nous à suivre le club à l'abord de tes 10 ans. C'est ça. Ok. Est-ce que durant la période où tu as suivi depuis la période où tu as suivi le club ou même avant, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont porté ce maillot qui t'ont tout particulièrement marqué? Et pourquoi? Bah ouais, j'ai deux trois là, joueurs qui me viennent en tête. Ben rien que déjà Raphaël Nuzolo pour tout ce qu'il a apporté au club. Ouais, Il a, on le connaît un petit peu, ouais. en tout cas moi, il fait partie des joueurs qui m'ont marqué pour bah, sa technique, son amour pour le maillot, tout simplement pour le club. Ouais. Qui d'autre? Il y a aussi bah, Laurent Walter, tout simplement je pense un des gardiens emblématiques de Xamax. Parmi bien sûr tous les autres qu'il y a eu comme Luca Ferro ou bien encore des gardiens qui ont joué aussi pour la Nati. Bon, je n'ai malheureusement plus le nom. Pascal Zuberbühler, Dorvillers, voilà, entre autres. merci. Ouais. Entre autres. Et puis c'est à peu près les deux joueurs qui m'ont vraiment marqué au club. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes meilleurs souvenirs au stade? J'imagine que tu en as quelques-uns, mais dès qu'ils te viennent comme ça en tête. Alors les meilleurs souvenirs vraiment que j'ai au stade, bah il y a tout simplement le jour du titre pour la montée en Super League. Ouais, Le 6-3 contre Ville, si je me trompe pas. c'est juste, ouais. C'était un Il y a 6-3. C'est un match vraiment qui m'est resté gravé. Il y a bah, tout simplement aussi les deux matchs d'adieu, celui pour Gomez, Juric et Walter. Ouais, c'était aussi un Xamaxville, aussi Aussi, un match aussi avec pas un, mal de buts. aussi un match. Et puis bah, tout simplement l'année passée, le barrage de retour contre Rapperswil, avec aussi l'adieu pour Nuzzolo. Ouais, C'est vraiment ces trois matchs qui m'ont le plus marqué. ok. Tu suis le club aussi à l'extérieur ou tu es principalement à la Manadière? Alors j'essaye aussi de faire quelques déplacements. J'ai commencé un peu l'année passée à aller suivre un peu à gauche à droite. Cette année, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait bah, le déplacement de coupe. Je suis allé un peu partout. Je suis allé à Sion, à Haro, à Thun. Bah, là, demain, je vais à Baden. Ouais. Donc, ouais, on espère une bonne victoire aussi pour finir la saison. Mais ouais, tout à fait. On imagine que au-delà de Xamax, comme tous les supporters, tu es aussi un fan de foot, hein, de manière générale. À part Xamax, est-ce que tu es fan d'autres clubs, que ce soit en Suisse ou à l'étranger? Alors, fan, c'est un très grand mot pour dire Ouais. ça, mais je suis un petit peu quand même Lens, Marseille et puis l'AC Milan. Ok. Est-ce que tu peux Ouh, là, il y aura un débat chaud avec Matteo à ce sujet. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi cet intérêt pour ces trois clubs? Ben, l'AC Milan, tout simplement parce que j'ai des origines de là-bas. Ok. J'ai mon grand-père qui y était pour l'AC Milan. Ok. L'OM parce que j'ai eu une amitié avec deux trois personnes des South Winners. Ok. Qui est quoi? Euh, Juste pour expliquer pour les gens qui savent pas. alors les South Winners, c'est un des groupes d'ultra de l'Olympique de Marseille. Ok. Ouais. Et puis le RC Lens parce que ils ont vraiment un peu une histoire magique, si on peut dire ça. Ils passent de la Ligue 2 à jouer la Ligue des Champions en très peu de temps. Et Ouais. puis c'est aussi une équipe bah, voilà quoi, qui a un beau pas, enfin, qui a quand même une belle histoire, comme nous, on va dire. Et puis Ouais. c'est pour ça que je m'intéresse aussi à eux. Ok, Matteo, ça va d'être en même temps qu'un fan de l'AC Milan?
Non, mais bon, je me dirais, il y a un sympathisant du PSG dans ce podcast-là, donc en soi, c'est bon. C'est pas faux. Il C'est s'est pas fait faux. deux potes, Lucas. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on parle souvent de l'amour inconditionnel de Matteo pour l'Inter de Milan, mais on a aussi un suiveur du Paris Saint-Germain. Il peut se manifester là, Ça dénonce. qui se dénonce. Sinon, je le dénonce moi. Je suis là, je suis là. Voilà, Sam. Donc, alors, qu'est-ce que ça te fait toi d'avoir un suiveur de l'OM en même temps? Bah, ça prouve très bien que personne n'est parfait. Ben, voilà, on est venu. Il nous manquerait plus que d'avoir. C'est qui le club rival de Lens dans le Nord? C'est Lille. Lille. Est-ce que Alex, t'es supporter, ou Alex ou Michael, vous êtes supporter de Lille ou pas, non? Pas spécialement. mais- Pas Non, spécialement, du tout. ok. Du tout. Ça aurait été sympa pour l'anecdote. Ok, Non, très mais bien. tu me demandes si ça va, Mirko. Sincèrement, quand on me dit mon grand-père était milaniste, je peux comprendre avec les périodes Oui, glorieuses qu'a vécu ce club, je peux comprendre qu'il y a une transition. Enfin, j'ai plus de peine, on va dire, pour les supporters qui ont connu ce club de l'AC Milan dans les années, dans les années qui sont venues après la dernière Ligue des Champions de 2007, parce qu'il y a plutôt de quoi pleurer, quoi. Mais c'est plutôt une compassion que j'ai pour eux, disons. Et c'est tout à fait sérieux sans chambrage, hein, je tiens à le dire. Merci, merci. ok, pas de souci. Lucas, maintenant, on va te poser une ou deux questions qu'on pose aussi à nos invités, joueurs, entraîneurs du club. Toi, spontanément, quel est le premier nom qui te vient en tête quand on te dit Xamax? Le premier nom, Ouais, il y a un Fakinetti tout simplement. ouais, Euh, pour ce qu'il a marqué, enfin pour ce qu'il a fait pour le club, ou tout simplement pour tout ce qu'il a fait au club. ouais. Moi, du coup, ça m'amène à une autre question. Toi, tu suis le club depuis 2015. En 2015, Gilbert Facchinetti n'était déjà plus au club depuis de nombreuses années. Alors, il était encore en vie, mais il était déjà bien âgé. C'est quoi le souvenir que vous développez, ou qu'est-ce que vous développez par rapport à Gilbert Facchinetti, les supporters, les jeunes supporters comme toi de 18 ans qui ne l'ont pas du tout connu? Qu'est-ce qu'il représente sans l'avoir connu? Ce qu'il représente tout simplement, c'est un peu pour moi, il représente un peu la légende du club, parce que en partie, sans lui, le club ne serait sûrement pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, pour moi, il représente un peu quand même, un peu une grande partie de la vie du club. Mhm. Totalement. C'est vrai que moi, j'ai un peu de peine à concevoir ça parce que Gilbert Facchinetti, je l'ai connu en tant que président, je lui ai parlé même alors que j'étais junior du club à ce moment-là. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas juste une légende, Gilbert Facchinetti, où on me dit c'est une légende au niveau du club. Je l'ai connu. Toi, Sam aussi, hein, tu l'as connu directement, Gilbert Facchinetti. Ouais, bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir discuter un peu avec lui. Ouais, donc c'est vrai qu'on a un peu de peine à s'imaginer ce que ça peut représenter d'entendre ce nom. On sait que c'est un nom mythique, mais sans l'avoir connu. Donc voilà. Lucas, qu'est-ce que tu penses du football en 2024? C'est quoi un peu ta vision du foot moderne? Tout simplement, rien que déjà la VAR, de temps en temps, me pose un peu problème, comme des fois pas du tout. Je trouve ça un peu dommage, par exemple, qu'elle soit elle soit par exemple rien qu'en Suisse qu'en Super League, parce qu'elle pourrait, avec la VAR en Challenge League aussi, ça serait sûrement pas le même classement aujourd'hui, vu certaines décisions litigieuses qu'il y a eu. Et puis sinon, c'est un peu le foot s'améliore au fil des années, donc j'aurais rien de spécial à ajouter de plus. Ok, pas de souci. Ça me permet de faire une petite digression, mais vous avez vu que le positionnement des clubs anglais par rapport à la VAR? Pas du tout alors. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, ouais. J'ai vu aussi, j'ai vu aussi. Je voulais te poser une question aussi, Lucas, parce que
c'est aussi un aspect qui est très classique du foot moderne et c'est pas seulement on vit pas seulement ce problème-là à Xamax, mais il y a quelques clubs européens, quelques grosses adresses européennes qui vivent ce phénomène, souvent des propriétaires, on va dire, étrangers qui arrivent richissimes, qui promettent monts et marais dans des clubs avec des bases de supporters et des bases de population foot assez importantes pour au final pas en faire grand chose ou faire n'importe quoi. Et l'exemple de la Canebière pour ça est assez parlant puisque l'OM a vécu une des pires saisons sous la présidence McCourt. C'est quoi ton regard là-dessus? Voilà, un peu sur. J'ai pas très bien compris ta question. Non, mais dans le cas par exemple de l'OM, on a l'exemple d'un propriétaire américain qui est arrivé puis qui a fait ce qu'il a fait avec des hauts et des bas et finalement assez vite il se met à dos les supporters et le sens de ma question c'était ces propriétaires étrangers qui se mettent assez vite à dos des supporters de clubs qui prennent en main et qui sont des clubs avec lesquels on joue pas. Enfin, c'est dangereux on va dire de jouer avec l'emblème et avec le logo disons. Bah, je trouve, mon point de vue par rapport à ça, bah, c'est qu'il. Ouais, je pourrais. Comme ça, à froid comme ça, j'arriverais pas tellement à dire. Mais ouais, c'est un peu. On va dire on peut dire qu'ils salissent un peu l'emblème du club. Enfin, même comme nous, on voit, on passe d'un écusson, on va dire, mythique à un peu un X qui veut pas dire grand chose. Donc, on va dire qu'un peu les étrangers qui veulent prendre en main les clubs sans vouloir être racistes, hein, ils sont pas très. On va dire qu'ils connaissent. Il faudrait peut-être qu'ils aient un peu plus vu ou connu l'histoire du club avant d'essayer de reprendre en main ce club. T'as répondu pour moi, c'est satisfaisant. Ok. Du coup, alors peut-être elle aura un peu moins de sens pour toi cette question, mais je voulais quand même te la poser. Quel est pour toi le numéro de la personne la plus célèbre de ton répertoire dans ton téléphone? Alors, il faut savoir que moi, je fais à côté de ma passion d'être supporter de Xamax, je fais du 3 athlé. Ok. Donc Donc, dans pour ceux qui le savent domaine pas, de l'équitation, hein. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est des courses hippiques, tout simplement. Je suis pas assis sur le cheval, mais je suis assis derrière, sur Oui. un sulky, une sorte de chariot. Et le numéro, mon répertoire le plus célèbre, bah, c'est tout simplement mon coach. Donc, ouais. Ok. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux citer, alors on a déjà eu beaucoup d'invités, hein, mais est-ce que toi personnellement, il y a 3 personnes que tu aimerais entendre à l'antenne de Xamcast? Tu es un de nos auditeurs réguliers, hein, j'imagine. Oui, alors, bah, Tu sais qui est déjà passé ou pas passé. alors de souvenirs, oui. Bah, des joueurs que j'aimerais bien entendre, bah, il y aurait Théo Guivarch, Oui. on va pas l'entendre. Il y aurait qui c'est qu'on pourrait avoir Stéphane Anchaud, parce qu'il a quand même aussi été important dans notre maintien après la première saison en Super League. Oui. Et puis pourquoi pas Thibaut Corba. Ouais. Il a aussi été cité, Thibaut. Ouais. Ok, très bien. Théo Guivarch, Thibaut Corba et puis Stéphane Anchaud. Très bien. Et est-ce que tu aimerais dire un petit mot pour nos auditeurs et puis de manière générale, tous les gens qui suivent Neuchâtel Xamax? Lucas, profitez de ce passage. Bah tout simplement déjà aux auditeurs qui aimeraient qui se disent pourquoi pas passer ou comme ça, bah n'hésitez pas à mettre un message. Ça paye, bah la preuve aujourd'hui avec moi. Et puis autrement, bah tout simplement ceux qui continuez à venir au stade, soutenir votre club. Et puis moi pour donner plus de soutien à notre club pour avoir encore de belles années devant nous. Puis il y a encore pas mal d'histoires à écrire. Ok. Bah, merci beaucoup, Lucas. On va passer gentiment à la conclusion de l'épisode. Reste encore avec nous. Merci à vous déjà, à toute l'équipe.
Voilà, alors, conclusion de cet épisode. Comme d'habitude, on va faire la petite préparation de notre dernier match. D'ailleurs, dans 12 heures, il sera fini le match. C'est Ça assez va vite, hein, le foot. inhabituel, ça va vite le foot. 36e et dernière journée, demain à Baden. Vos attentes pour ce match, messieurs? Messieurs les attaquants, faites péter le champagne. Non, à part ça, blague mise à part, c'est vrai que une bonne dernière prestation à l'image de ce qu'on a vu contre Nyon. On avait, enfin, le déplacement à Baden au mois de novembre avait été l'une des victoires les plus larges de la saison. C'est vrai qu'un match de la même trempe, je dis pas forcément non, mais voilà, finir cette saison en beauté avec une dernière prestation solide pour les quelques supporters qui vont encore faire ce dernier déplacement aussi demain. Ouais, c'est ça. Bon, on espère. Bon, sur le score et tout ça, on verra. Moi, je vais quand même. On va respecter ce Baden qui aura probablement des choses qui aura à cœur d'offrir quelque chose à son public pour une dernière en Challenge League avant une durée indéterminée. Hein. C'est un club qui s'attendait clairement pas à jouer dans cette division il y a de cela même un an. Donc voilà, on attend quand même, on espère une belle prestation parce que bien sûr, voilà, comme j'ai dit, on respecte cette équipe, mais elle est en grande difficulté. Je pense que pour tous les joueurs, c'est aussi difficile de garder réellement l'influx nerveux quand tu es relégué depuis un moment. Et cette équipe, elle subit une grande série de défaites. Elle a fait, bon, il y a eu un match nul là contre Chafouz, ils sont revenus d'un 2-0 sauf erreur. Mais sinon, c'est une équipe qui a perdu le fil depuis un long moment. Et ce serait quand même bien de finir, de finir avec une victoire. Pourquoi pas, si si le résultat de Vaduz nous est favorable, avoir une troisième place, somme toute honorifique, même si je pense que personne ici n'en fait une obsession, puisqu'on s'en fiche un petit peu, mais bon, ça ferait toujours joli. Et voilà. Et on espère quand même prendre du plaisir. Totalement. Bah, à noter que dans le FC Baden, comme chaque équipe, il est constitué de joueurs et puis qu'on peut enfin réellement penser que certains de ces joueurs vont rester en Challenge League. Parce qu'il y a pas, enfin, il y a de la qualité quand même, hein, chez certains joueurs du côté du FC Baden. Ils étaient peut-être un petit peu courts en termes d'effectifs pour pouvoir espérer se maintenir. Mais on verra ces prochains temps. Mais il y aura, je pense, facilement 5, 6 joueurs qui ne vont pas accompagner le club en Promotion League et qui vont être libérés par Baden s'ils sont encore sous contrat et qui vont signer en Challenge League. Donc ces joueurs-là auront aussi à cœur de se mettre en avant pour dire bah regardez, moi j'ai quand même le niveau pour rester dans cette ligue. Il y a quand même plusieurs noms comme ça qui peuvent nous venir en tête. Donc voilà, ils vont pas brader ce match, même si ils sont relégués depuis un moment, ils sont largués depuis un moment et ils sont aussi sur la plus mauvaise trend. Hein, ils sont sur un match nul sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, alors que nous on est Sur sur les une 8 derniers matchs, enfin, disons les 8 derniers, matchs. les Ouais, 8 alors là, derniers matchs, c'est 7 défaites à nul. Hein, ouais, je suis pas allé plus loin que ce qui est affiché ouais, sur ouais, mais les stats de la SFL, mais c'est très mauvais. Alors que Xamax c'est plutôt sur une bonne trade. On a quoi? Une défaite sur les 12 derniers matchs. C'est pas mal, hein, quand même, oui, non, de ce point de vue-là. la dynamique est pas si mauvaise, hein. Franchement, chez Xamax, elle est Il y a eu le 4-0 à Thun, mais à part plutôt ça, bonne. Voilà, il y a eu quelques nuls, pas que des victoires, mais quand même une dynamique qui est pas mauvaise. Et, euh, et des joueurs, on l'espère, qui pourront offrir leurs adieux à ce club d'une manière, en se faisant un peu plaisir offensivement, puisque on parlait de Del Toro Schwitzer. Voilà, c'est l'occasion pour tout le monde de profiter une dernière fois. Et, ouais, disons, il y a quand même sur le papier, cette rencontre peut paraître déséquilibrée. Après, on verra, ce sera les dernières journées de championnat dans des rencontres qui n'ont aucun intérêt sportif. C'est plus qu'ailleurs, plus que d'habitude, la motivation qui fait foi, parce qu'on a souvent le discours de l'équipe qui en voulait plus à gagner. C'est parfois c'est parfois un petit peu impensif. C'est sûr que sur un match comme ça qui n'a plus aucun enjeu, c'est vraiment aux joueurs de trouver en eux la motivation pour avoir une rencontre
qui sont un petit peu sympas à regarder, quoi. Totalement. Sam, Alex, des attentes particulières pour ce match, vous, qui n'ont pas forcément été dites? Bah, c'est un peu comme ils ont dit. J'espère que ce sera une belle fête pour ceux qui nous diront au revoir demain, puis que ce sera aussi une belle fête pour les supporters qui feront le déplacement. Et c'est un peu tout ce qu'ils ont dit, quoi. Ouais, bah, moi j'espère voir un beau petit match, une petite victoire pour finir le match, la saison, pardon. Et pourquoi pas faire jouer, par exemple, ou bien le faire rentrer le jeune Marocain aussi, lui donner un 15 minutes de fin de match si tout se passe bien. Enfin, qu'il n'y a plus grand chose d'enjeu. Tu Enfin, parles de Marouane Kalam, donc. voilà, exactement, j'avais pu le Ouais. dire. Oui, bah pourquoi pas donner du temps de jeu à des joueurs qu'on a eu un peu moins, hein. Ça c'est une certitude. Même un Campos, ça me surprendrait pas une titularisation pour Non. lui qui a fait une bonne entrée et qui joue rarement, jouer 90 minutes s'il le peut, mais en tout cas une vraie titularisation, ce serait un choix plus que logique. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre, hein. Derrière, évidemment, c'est pas un match, c'est un match qui est ce qu'il est, hein, un match entre deux équipes qui ne jouent plus rien. Mais voilà, on peut espérer quelques petites choses. Mais oui, tout à fait. Pour ce dernier match de la saison qui marquera gentiment aussi la fin de saison de Xamcast. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est bien évidemment parler de notre invité de la semaine prochaine. Donc, on aura le plaisir de recevoir un ancien joueur, entraîneur adjoint du club et actuellement entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds. Lucas, tu vois de qui je veux parler ou c'est trop ancien pour toi? Actuel entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds. Non, je crois que c'est un peu trop ancien pour moi. Ouais, comme son passé de joueur remonte à un certain temps puisqu'il a 44 ans maintenant, mais nous recevrons Pascal vraiment Obliger. un pur de Châtelois, Pascal Obliger, la semaine prochaine. On se réjouit beaucoup de l'avoir à l'antenne. Voilà, Lucas, merci à toi et puis merci aussi à mes collègues animateurs et puis on vous dit à la semaine prochaine pour le débrief de l'épisode de Baden. Bye bye tout le monde. Ciao. Au revoir. Bye bye. Ciao.